Je donne les langages rationnels. Bonjour tout le monde, merci d'être là encore une fois en grand nombre. Je suis pas habitué à la lumière. Aujourd'hui, on est encore chanceux d'avoir une personne d'exception en la qualité d'un professeur de département, en Samuel Giraudeau. Et il a complété ses études de premier cycle, deuxième cycle en France à l'Université de Rouen. Il a ensuite entrepris une première thèse doctorale sur la combinatoire algébrique des arbres. Et 6 ans plus tard, il a obtenu ce qu'on appelle en Europe l'habilitation à diriger des recherches, ce qui est une seconde thèse après quelques années d'expérience en tant qu'étudiant chercheur après son doctorat. Euh, Vous êtes aussi auteur de nombreux articles, communication scientifique et même d'un livre qui s'appelle Non-Symmetric Operads in Combinatorics. Vous avez aussi enseigné en France de 2009 à 2022 avant de devenir enseignant à l'UQAM à l'automne 2023. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon domaine de recherche qui est la combinatoire algébrique en général. Et, je vais plutôt ici me concentrer sur la combinatoire des arbres, en effet, avec une vision un petit peu informatique, théorique, combinatoire et algébrique aussi vers la fin de cet exposé. Alors, il y aura peut-être, j'espère, des choses très, très accessibles. Peut-être on ira un peu vite sur certains points, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant l'exposé. Bien sûr, après, vous avez ici un exemple. Dans tous les cas, je suis juste en bas. Au cas 44-30, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Je sais aussi. We want to open external links. On va couper ça au montage. Ok, donc on va commencer par les ensembles combinatoires. C'est vraiment la structure de base quand on fait de la combinatoire, c'est en fait la donnée, une description d'objets qu'on souhaite regarder. Donc on va se donner des règles de construction pour nos objets. Ici, je vous ai pris un exemple assez simple, qui est, voilà, vous avez le droit d'avoir des mots, c'est-à-dire des suites de symboles de 1 ou 2. Alors en informatique, on aurait pu prendre 0 ou 1, mais là, je vais changer un petit peu. Et la règle à respecter, c'est de jamais avoir 2 lettres à 2 qui se suivent. Donc là, vous pouvez créer vos mots. Là, vous avez par exemple ces 5 mots-là qui sont de longueur 3. En fait, ça s'appelle des mots de Fibonacci parce que ces mots-là, on va pouvoir établir le fait qu'il y en a un nombre de Fibonacci en taille par taille. Alors justement, quand vous avez un ensemble d'objets combinatoires, on a une notion de taille qui est importante. C'est en fait une un objet et qui doit attribuer un entier naturel, ce qu'on va appeler taille. On va la noter entre barres comme ça. Donc par exemple, on va dire que la taille ici d'un objet, c'est sa longueur en tant que mot. Donc là, ici, vous avez les mots de taille 4, ici les mots de taille 3, etc. Alors, ce qui forme une classe d'objets combinatoires, c'est le fait d'avoir un nombre fini d'objets en toute taille. C'est ça qu'on a besoin d'avoir comme prérequis pour faire de la combinatoire. Là, en fait, ce n'est pas très dur de comprendre que là, vous n'avez qu'un nombre fini d'objets taille par taille, parce que vite, on est saturé par les choix qu'on peut faire. Et donc là, vous avez bien ici un ensemble d'objets combinatoires. Alors, d'autres exemples très, très classiques en combinatoire et en combinatoire algébrique. Donc, le premier exemple, c'est les permutations. Une permutation de taille n, ça va consister en fait à arranger les entiers de 1 à n dans l'ordre qu'on veut, avec la condition qu'on a exactement une occurrence de chaque lettre de 1 à n qui apparaît. Ici, vous avez les 6 permutations de taille 3. Un autre ensemble combinatoire très important, c'est celui des compositions d'entiers. En fait, on va dire qu'une composition de n, c'est une suite d'entiers strictement positifs que quand vous faites la somme, vous obtenez n. Donc ici, vous avez toutes les compositions de taille 4. Vous avez par exemple 2, 1, 1, parce que 2 plus 1 plus 1 fait 4. Cette composition-là, 2, 1, 1, est différente de 1, 2, 1, parce qu'on décide, par définition, que l'ordre des lettres est significatif. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure, combien vous en avez en taille n. Vous allez voir qu'il y a une très belle formule qui les compte. Et un dernier exemple, c'est celui des partages d'entiers, ou partages tout simplement. En fait, ici, vous allez avoir une sorte de sous-classe de la première, une sous-classe combinatoire, dans laquelle vous allez garder que les suites décroissantes. Regardez ici, vous avez l'ensemble des partages de taille 4,
vous avez 1, 1, 1, parce que la somme de ces lettres fait bien 4. Vous avez 2 à 1 pour la même raison et parce que la suite est bien décroissante. Vous n'auriez pas, par exemple, 1, 3, parce que 1, 3 serait une suite croissante. Donc ça aussi, en combinatoire, c'est un ensemble d'objets très simple, mais très important. Il apparaît notamment dans l'étude des fonctions symétriques, par exemple. Quelque chose de vraiment très qui apparaît dans pas mal de sous-domaines de la combinatoire. Alors, quelles sont les questions principales qu'on peut se poser en combinatoire? Eh bien, la première, qui est la question la plus simple à comprendre, mais peut-être aussi l'une des plus difficiles, qui dépend de la complexité inhérente des objets, c'est de les compter. On veut chercher des belles formules, ou en tout cas des formules, si on n'a pas le choix, pour compter combien vous avez d'objets de taille n. Donc, en règle générale, c'est une formule dans laquelle vous allez avoir la variable n qui apparaît, plus ou moins complexe, avec un langage d'opération voilà, plus ou moins complexe. Ici, pour les permutations, la réponse n'est pas très compliquée, c'est n factoriel, parce que vous avez n choix pour la première lettre, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, n-1 choix pour la deuxième, n-2 choix pour la troisième, etc. Parce qu'à chaque étape, vous avez mis de côté une lettre supplémentaire. Donc, ça vous fait apparaître naturellement les nombres factoriels. Alors, pour les compositions d'entiers, qui était le deuxième exemple qu'on avait vu tout à l'heure, il y a effectivement une très belle formule qui va les compter. Je vais vous montrer un type de raisonnement combinatoire qui est assez courant. On va réussir à interpréter ce type de formule 2 puissance n-1 de manière justement combinatoire. Alors, comment ça marche? Pourquoi est-ce que vous avez 2 puissance n-1 compositions de taille n? Eh bien, en fait, on va utiliser une représentation des compositions par des balles et des bâtons. Regardez, ici, vous avez la composition 2, 1, 1, 3, 2. Ben, ce qu'on va faire, c'est que vous allez simplement avoir deux balles séparées par un bâton. Ça va coder le 2 ici. La balle ici code le 1, etc. Vous avez compris, vous codez votre composition comme ça. Là, c'est assez facile déjà de comprendre que c'est vraiment un codage. Vous pouvez revenir en arrière. Il n'y a pas de doute sur le déchiffrage de ce système-là en une composition. Maintenant qu'on a dit ça, en fait, on voit apparaître par transparence cette formule-là. Ben oui, parce qu'en fait, si je vous donne une suite de balles, vous allez pouvoir en faire une composition d'entiers en choisissant à chaque interstice, donc exactement entre deux balles, vous placez ou vous ne placez pas un bâton. Vous avez n-1 interstices. Chaque état est binaire, présence ou absence d'un bâton. Et donc, ça vous fait 2 puissance n-1. Donc ça, c'est une démonstration qui est parfaitement rigoureuse, il faudrait bien l'écrire, mais en combinatoire, on aime beaucoup ce type de représentation-là qui sont assez éclairantes. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, surtout, n'hésitez surtout pas. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question qu'on peut se poser en combinatoire, c'est une question qui touche un peu plus à l'algorithmique. C'est la question de la génération des objets. On va avoir des algos efficaces pour, quand on leur donne en entrée une taille, nous faire la liste de tous les objets de la taille donnée. Je vous rappelle qu'on est en combinatoire, on a un nombre fini d'objets taille par taille. Donc on a bien possibilité d'avoir un algo qui va marcher. Alors là, il y a tout un tas de choses qu'on peut considérer. Là, je vais vous donner un exemple très simple pour les permutations. Ça va être un algorithme récursif qui va nous permettre de les générer, de les engendrer, pardon. Je vais l'appeler G de n. Eh bien, si n est égal à 0, je vais renvoyer ma permutation vide. Donc, je la note epsilon. Et dans le cas contraire, quand n est plus grand, supérieur ou égal à 1, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer G de n-1. Donc, je vais avoir mon ensemble de permutations de taille n-1. Et pour en faire des permutations de taille n, je vais appliquer une boucle à tout ça, dans laquelle je vais insérer la lettre n à toutes les interstices de mes permutations, sans oublier la première et la dernière position. Donc là, vous avez un algorithme très intéressant, qui n'est pas forcément le plus efficace. Il faudrait démontrer qu'il n'y a pas de doublon dans votre génération. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire un peu de travail. Donc là, vous avez quelque chose qui marche bien. Alors, petite remarque intéressante pour celles et ceux qui veulent regarder un peu ça un peu plus loin. Il y a un très bel algorithme qui s'appelle l'algorithme de Trotter-Johnson qui vous permet de faire une génération encore plus efficace que ça. Voilà, donc en combinatoire, on peut chercher l'efficacité. Ce n'est pas mon cœur de travail, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors, dernière question qu'on peut se poser sur des ensembles combinatoires. Alors, il y en a bien sûr bien plus, mais dernière question pour aujourd'hui. Ça va être de
comprendre les relations qu'entretiennent votre ensemble d'objets avec d'autres ensembles combinatoires que vous pouvez rencontrer. En fait, on va établir des applications qui vont transformer un objet ou un autre pour voir un peu les relations. Donc là, on n'est pas très loin de la théorie des catégories. En fait, quand on fait ça, on est en train de regarder les flèches, les transformations. Ici, je vais vous donner un exemple très simple qui apparaît beaucoup en combinatoire. C'est une transformation et permutation, donc on le voit ici, vers les compositions d'entiers. Alors, comment ça marche? Quand vous avez une permutation, vous avez ce qu'on appelle une notion de descente. Une descente, c'est une position i telle que la valeur de la permutation en cette position est strictement plus grande que la valeur dans la position suivante. Donc, par exemple, ici, le 4 est strictement plus grand que le 2. Donc, vous avez une descente en position 2. Vous avez aussi une descente ici parce que le 6 est plus grand que le 1. Donc là, vous avez une descente en position 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, vous regardez les descentes, vous les mettez par exemple en bleu ici. Et ce que vous faites après, c'est que vous allez donc avoir une représentation en balle et en bâton, et vous mettez simplement un bâton après chaque balle qui correspond à une descente. Et ça vous fait donc une composition d'entiers. Donc là, on peut se demander, mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Déjà, ça vous fait déjà une relation qui vous montre qu'il y a une surjection, donc un exercice facile entre l'ensemble des permutations et les compositions, et pas n'importe laquelle, une qui marche bien comme ça. Et en plus de ça, cette application-là peut se traduire en un morphisme d'algèbre et même d'algèbre de Hopf. Alors, je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est des structures qui intéressent beaucoup en combinatoire algébrique. Donc, on aime bien avoir des transformations simples qui s'interprètent avec encore plus de structure, avec beaucoup de profondeur derrière. Donc là, il y a des fonctions symétriques derrière, il y a des algèbres de Hopf de permutation et de composition qui interviennent avec des produits de mélange. Ça pourrait faire l'objet d'un autre exposé. Alors, quelles sont les différentes variantes de la combinatoire? Parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que la combinatoire algébrique dans la vie, il y a d'autres variantes. Il y a tout d'abord historiquement la combinatoire énumérative. C'est la combinatoire dans laquelle la première question qu'on a abordée tout à l'heure du dénombrement est la principale. On va utiliser principalement comme objet les séries génératrices, qui sont des outils vraiment merveilleux pour faire du dénombrement. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui des séries génératrices, mais c'est un mot-clé que vous devez garder en tête si vous êtes intéressé par la combinatoire. Donc, generating series en anglais. La deuxième façon de faire de la combinatoire, c'est de la combinatoire à tendance analytique. Vous allez utiliser un peu ce que vous connaissez en analyse, la dérivée, l'évaluation, etc., de fonctions, pour comprendre un peu comment marchent vos objets quand ils sont très, très, très grands. Par exemple, vous allez vous demander des questions du style, on prend une très grande permutation, quel est en moyenne son nombre de descentes? Ou vous prenez une très grande permutation, quelle est en moyenne la longueur de son facteur? Exemple. Voilà, c'est ce genre de questions qu'on va se poser en combinatoire analytique. Donc des questions qui sont très intéressantes et qui demandent des techniques un peu différentes de la précédente, bien que les séries génératrices apparaissent aussi de manière assez importante dans ce contexte-là. Troisième type, la combinatoire géométrique, qui est très à la mode aujourd'hui. Vous allez considérer des structures géométriques souvent indexées par des objets combinatoires, donc des structures multidimensionnelles. Vous avez tout un tas de questions qu'on peut se poser, comme le volume, ou quels sont les plus courts chemins entre des objets, etc., qui sont des sommets, donc très intéressant aussi. Et mon domaine à moi, qui est la combinatoire algébrique, qui est aussi l'un des domaines qui sont étudiés au LACIM, qu'on pourrait définir comme étant la combinatoire dans laquelle la concentration va se faire sur les opérations, me définir sur les objets. En fait, vous allez prendre vos objets, vous allez les munir d'opérations, des produits, des espèces de décomposition. Ça va vous faire des structures algébriques et on va les étudier en tant que telles pour en déduire des propriétés algorithmiques ou même autres combinatoires en retour. Ça qui caractérise la combinatoire algébrique. Donc, quelques applications du domaine. Ce n'est pas une ramification des mathématiques ou de l'informatique qui est totalement isolée, bien sûr, bien au contraire. En fait, souvent, on a des applications de la combi en algorithmique, parce que, en fait, si on réfléchit un petit peu, la plupart des structures de données qu'on rencontre, les arbres, les listes, les mots, en fait, c'est des objets combinatoires aussi. Et en fait, en étudiant la combinatoire de ces objets, on peut avoir des propriétés qu'on va pouvoir utiliser en algorithmique. Donc ça, c'est déjà un premier champ d'application.
Deuxième champ, dans les modèles de calcul. En fait, dans les modèles de calcul, comme le lambda calcul ou la logique combinatoire, vous avez des expressions. Et ces expressions-là, souvent, ça va être des arbres qui vont être soumis à des transformations, qui vont être des réécritures. Donc là, la combinatoire, elle apparaît de manière assez importante parce que c'est ça qui va gouverner comment vous allez appliquer des transformations sur vos objets pour aboutir à des résultats dans ces modèles-là, comme effectivement le lambda calcul. On a aussi des applications en physique, donc avec des algèbres de Hopf ou la théorie de la percolation, ça pourrait faire l'objet de tout un exposé, l'algèbre de Hopf de Cohn-Kramer, qui est une algèbre de Hopf très très importante. Et bien sûr, des applications en algèbre. Alors, dans les deux sens, on peut étudier l'algèbre avec des notions combinatoires, mais aussi la combinatoire avec des notions algébriques. Historiquement, l'un des domaines de l'algèbre dans lequel la combinatoire a vraiment s'est exprimée en premier, c'est la théorie des représentations des groupes finis, et notamment des groupes de permutation. Donc, historiquement, c'est vraiment en théorie des représentations que la combinatoire algébrique prend racine. Bien qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de ramifications qui se sont un peu éloignées de tout ça, mais l'esprit général, c'est vraiment cette théorie de la représentation des groupes. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non? Donc, on va passer aux structures arborescentes, qui est un peu le cœur de cet exposé. Et donc, on va commencer par voir un petit peu les arbres en général tout d'abord, et on va mettre ensuite un petit peu plus de données pour en faire des structures un peu plus spécifiques. Alors, tout d'abord, un arbre, c'est ça. C'est un graphe connexe sans cycle. Ça, c'est le point de vue théoricien des graphes, qui n'est pas forcément le point de vue le plus pertinent en combinatoire, mais en tout cas, c'est un point de vue qui est intéressant. Vous avez donc des sommets, des arêtes, et il y a un équilibre très fort, parce que si vous ajoutez une arête, vous allez créer un cycle, au moins un cycle, même exactement un en fait, et si vous supprimez une arête, vous allez perdre la connexité. Donc c'est vraiment une structure qui est très très équilibrée dans ce sens-là. Et on va ajouter de l'information en général, on va mettre une racine, on va mettre des décorations dans les nœuds, on va mettre des ordres sur les sommets, et à chaque fois, ça va vous faire une théorie totalement différente. Tout va changer. Donc là, c'est vraiment l'objet de base ici. Donc on va voir maintenant des variantes de tout ça. Oui. Dans le dessin, la racine, c'est le nœud au milieu. Alors justement, là, il n'y en a pas. C'est des arbres totalement sauvages. C'est l'espèce la plus... c'est vraiment l'ancêtre commun dans cette arborescence. Vous parlez de décoration sur les nœuds. Pouvez-vous donner un exemple? Il y en aura pas mal. Il y en a qui sont en ligne. Gardez en tête votre question si jamais il faut clarifier, mais vous allez voir pas mal d'exemples dans la suite. Donc, on va commencer par une variante très simple, qui est celle des arbres sauvages, celle qu'on vient de voir ici. Donc, on appelle T cet ensemble combinatoire. C'est assez facile de voir que c'est un ensemble combinatoire quand la taille d'un arbre, c'est son nombre de cercles. Ici, son nombre de nœuds. Il y en a une finitude à chaque, en taille donnée. Donc, on peut bien sûr réarranger un petit peu sur notre feuille de papier. On a ici le même arbre. Par contre, là, cet arbre-là est différent de celui-ci. Alors, là, ça se voit à l'œil nu, mais en règle générale, on aime bien avoir des techniques pour le visualiser sans avoir à tout regarder. Ici, c'est assez facile de voir que ces deux arbres-là sont différents parce que, par exemple, ici, vous avez ce nœud-là qui possède deux sommets adjacents, d'accord? Alors qu'il n'y a aucun nœud qui vérifie cette propriété à gauche. Donc, on est certain d'être différent ici. Alors, il y a des contre-exemples. J'en connais un en taille 6, je crois. Vous pouvez avoir deux arbres qui vérifient exactement les mêmes propriétés d'adjacence, c'est-à-dire vous avez le même nombre de nœuds qui possèdent le même nombre de voisins pour les deux arbres, mais ils sont néanmoins pas superposables. Ça existe, il y a un contre-exemple, un petit exercice consiste à les mettre au point. Bien sûr, ces deux arbres-là sont les mêmes. Il est un petit peu mis l'autre ici de travers pour avoir le précédent. Alors, nombre d'objets taille par taille, ça c'est la première question, c'est le réflexe du combinatoriste, de la combinatoriste. Ici, la tradition, ça consiste, quand vous avez un objet combinatoire, à connaître sa suite associée. Ça se lit comme ça. Vous avez un objet taille 1. Ça peut être aussi, le premier terme peut regarder les objets de taille 0. Il peut y avoir un petit décalage, il faut spécifier ça. Là, il n'y a pas d'objet de taille 0 ici. Donc ça, c'est un arbre de taille 1, un arbre de taille 2, un arbre de taille 3, deux arbres de taille 4, trois arbres de taille 5, etc., etc. C'est un peu la signature de votre ensemble combinatoire. C'est un peu la trace, c'est son identité quelque part. Et là, le code qui est ici, c'est cliquable dans les diapos, ça va vous mener à l'encyclopédie des suites d'entiers. Vous allez avoir tout un tas d'informations sur des suites avec des références, avec des formules, avec des idées sur d'autres objets qui ont la même suite, etc. Donc, c'est une mine d'or.
Si ça vous intéresse, il faut y aller dès ce soir et y passer un petit peu de temps pour regarder un peu comment ça marche. Si ça vous allez voir, c'est passionnant. Et il y a aussi un système de recherche. Vous pouvez mettre une suite d'entiers et vous pouvez demander au système qu'est-ce que ça compte. Donc très intéressant, si vous commencez à faire un peu de recherche, vous commencez à trouver des suites, des objets, vous allez pouvoir connecter ça avec d'autres choses connues. Donc en tant que chercheur, on y passe pas mal de temps là-dessus. Vous pouvez aussi contribuer au site, hein, c'est assez facile d'ajouter vos propres suites si elles ont un intérêt relativement large. Donc là, je vous ai mis deux références, une qui est vraiment très ukamienne. Donc, très très bon livre, il y a une version simplifiée en français qui existe aussi, qui est accessible sur Internet. Donc ça, il faut vraiment le regarder. Alors, il y a un peu de catégories de manière un peu cachée, mais ça se lit quand même très bien, en tout cas les premières parties. Puis un livre peut-être plus complexe de Stanley, dans lequel il y a un bon chapitre sur les arbres aussi qui est intéressant. Alors, maintenant, on va considérer des arbres étiquetés, première variante. Donc, je reprends les structures qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ajoute à l'intérieur de mes arbres des entiers, mais pas n'importe comment. Je ne dois pas avoir de répétition et je dois avoir tous les entiers jusqu'à n, le nombre de nœuds. Donc, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une bijection entre les nœuds et le segment de 1 jusqu'à n d'entiers. Et là, en fait, on a une très, très belle formule qui va compter le nombre d'arbres ainsi étiquetés. Donc, ici, il y a une petite erreur, c'est pas un R qu'il faut lire, c'est un L, labeled trees. C'est n puissance n-2. Alors, la formule est magnifique. Mais là, on ne comprend pas comme ça à première vue pourquoi vous en avez n puissance n-2. Donc là, ici, c'est la suite. Hein, voilà, il y a 100 millions d'arbres de taille 10. Hein, ça, c'est très facile à retenir. Je suis obligé de vous donner un peu une explication de ça, tellement que le résultat est joli. Alors, il y a plusieurs démonstrations. Il y en a au moins 3. Là, je vais vous donner peut-être celle qui est la plus conceptuelle. On ne va pas la voir complètement, mais on va voir les premières idées. En fait, souvent en combinatoire, quand vous allez compter des objets, vous allez leur ajouter de la structure. Vous allez en fait les complexifier, mais paradoxalement, ça va simplifier ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour complexifier ma structure, ici, je vais ajouter une tête et une queue de manière arbitraire à mes arbres. C'est ce qu'on appelle des vertébrés. Regardez ici, je prends cet arbre-là, toujours étiqueté. Je vais sélectionner n'importe quel nœud que je vais appeler X, et un autre nœud, ça pourrait être X aussi, que je vais appeler Y. X, c'est la tête, Y, c'est la queue. Et là, comme vous êtes dans un arbre, vous avez un unique chemin, qui est donc un chemin simple, direct, le plus rapide possible, qui connecte la tête et la queue. Donc j'oriente ça comme ça. On appelle ça une colonne vertébrale de notre arbre. Donc là, ici, vous avez donc la colonne vertébrale de votre vertébré, et là, vous avez les parties qui sont annexes ici. Et là, il y a Joyal qui a démontré un résultat très très beau, qui est que vous avez une bijection entre l'ensemble des vertébrés de taille n, donc toujours pareil, des arbres avec une tête et une queue, et ce qu'on appelle les endofonctions. Ce sont tout simplement des fonctions de l'ensemble qui va de 1 à n vers lui-même. Une endofonction, ça va être, par exemple, une endofonction, ça peut être ça. Donc pour n égale à 4, donc là, ici, je mets le domaine. Et là, je mets par exemple le codomaine ici. D'accord? Donc ça, l'image de 1, c'est 2, l'image de 3, c'est 2, de 2, c'est 1, et de 4, c'est 4. D'accord? C'est ça une endofonction de taille n ici. Alors là, on peut se dire, mais d'où est-ce qu'elle vient cette endofonction? Pourquoi est-ce qu'on a simplifié le problème? Ben, souvent, c'est ça en combinatoire. On est en train d'ouvrir un nouvel horizon. On n'est pas encore certain. On a ouvert une porte. Peut-être ça paraît plus compliqué, mais on va retomber sur nos pas plus tard et tout va se simplifier. C'est vraiment ce qui va se passer. Donc, on va pour l'instant admettre ce théorème-là. Je vais vous expliquer pourquoi, si ce théorème-là est vrai, pourquoi est-ce qu'on a notre belle formule ici. Là, ce n'est pas très compliqué. Le raisonnement, c'est le suivant. Comme vous allez choisir une tête et une queue de manière indépendante, vous avez n choix pour la tête, n choix pour la queue. Donc, il y a n carré au choix d'identification d'une colonne vertébrale dans votre arbre. Donc ça fait que le nombre d'arbres vertébrés, donc dièse nombre d'arbres vertébrés, c'est n au carré multiplié par le nombre d'arbres étiquetés. Donc ça, c'est juste la définition qu'on est un peu habitué à faire de la combinatoire, ça c'est direct. Deuxième point qui est aussi assez immédiat, le nombre d'endofonctions, eh bien c'est n puissance n. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai n choix pour l'image de 1.
J'ai n choix pour l'image de 2, je n'ai pas du tout de contrainte. J'ai n choix pour l'image de 3, etc. Donc, ça me fait n fois n fois n fois n. Donc, 4 puissance 4. Donc, c'est cette petite formule-là qui est expliquée. Et donc, maintenant, c'est assez simple. Cette formule-là, vous la transformez en utilisant le théorème de Jogal. Le nombre d'arbres vertébrés, c'est n puissance n égale à n carré fois la quantité qu'on cherche. Vous changez l'équation, ça vous fait que le nombre d'arbres étiquetés, c'est n puissance n divisé par n au carré. Et ça, c'est exactement la formule qu'on avait ici. Donc, il reste à vous expliquer comment marche ce petit théorème. Alors, on va aller un peu vite, mais je vous donne quand même l'idée principale. En fait, on va construire effectivement une endofonction à partir de notre vertébré de la manière suivante. Lisez pas ici, hein, comme ça vous les aurez les diapos si ça vous intéresse de revenir dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre en bleu les étiquettes qui correspondent à la colonne vertébrale. 2, 7, 3, 8, 2, 7, 3, 8. Donc là, je les mets là, ça c'est toujours mon domaine de mon endofonction. Donc on est des combinatoristes, on n'écrit jamais 10, on écrit A. On n'écrit jamais 11, on écrit B, etc. On continue comme ça parce que 10, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 1, 0? Donc on met A et on prononce ça 10. Donc ici, vous avez donc 2, 3, 7, 8 qui est la colonne vertébrale. Et ensuite, vous mettez en dessous de cette sous-séquence en bleu les indices qui correspondent à l'ordre des valeurs depuis la tête. Donc 2, 7, 3, 8. 2, 7, 3, 8. D'accord? OK. Donc ça, vous avez déjà fait la moitié du travail, suivant la taille de votre colonne vertébrale, bien sûr. L'autre moitié, ça va consister à prendre, donc, par exemple, 1 ici, et à regarder quel est le nœud proche de 1 qui va s'approcher de la colonne vertébrale. Donc ici, c'est 2. 1 va vers 2. 4, il va vers 2 aussi, parce que c'est attiré par la colonne vertébrale. Donc là, on a bien compris, 5, il va vers 7, 6, il va vers 7, 9, il va vers 3, et là, point intéressant, le 10, il va vers le 9. Je me dirige vers la colonne vertébrale. Si j'avais eu un nœud 11 ici, le A irait quand même vers le 9. Voilà, donc là, c'est un moyen. Je n'ai rien démontré dans le détail. Je n'ai pas démontré que ça fait bien une bijection. Ça se démontre. Ce n'est pas très compliqué une fois qu'on comprend comment ça marche. Et ça vous fait donc une démonstration du théorème de Jogal. Oui. Un arbre a juste un lien possible. Tu ne peux pas avoir, mettons, le 7 qui aurait. C'est comme, je sais pas, le 2 pour aller directement au 3 sans passer par le 7. Tu peux. Alors, dans ce cas-là, on aurait changé notre colonne vertébrale. Et dans ce cas, tout notre calcul aurait été différent. Parce que là, les nœuds que j'aurais sélectionnés en bleu ici auraient été différents. Et donc, mon mécanisme de sélectionner le nœud adjacent d'un autre qui se dirige vers la colonne vertébrale aurait été différent. Là, pour s'en convaincre, le mieux, c'est vraiment, on dessine un arbre de taille un peu plus grande que ça, peut-être, et on choisit une tête et une queue, puis en fait, on voit bien que une fois que vous l'avez choisi, en fait, schématiquement, ça fait ça. Juste un autre exemple, tu aurais 2, 7, 8, puis 2, 7, 3. Alors, dites-moi, donc je mets 2, 7. Ouais. Ensuite, 3. le 3, je le mets à côté de qui? Comme si on prend l'exemple que vous avez là, mais au lieu que tu aurais un autre chemin qui ferait 2, 7. Ah, d'accord. Ce serait comme. Comme ça, en fait. Ouais, puis tu aurais quand même le chemin. Ah, on ne peut pas l'avoir parce on ne se serait plus un arbre sinon. Là, en fait, si vous avez une configuration comme ça, par exemple, ça, c'est plus un arbre. Parce que ce qui caractérise un arbre, c'est que quand vous prenez deux nœuds, il y a exactement un chemin le plus rapide possible. Il est rendu cyclique. Il est rendu cyclique, exactement. Donc un arbre, c'est vraiment, il n'y a pas de cycle. Donc en fait, il n'y a pas d'ambiguïté sur le choix de la colonne vertébrale et sur le choix de la cible des autres sommets. Oui. La colonne vertébrale est unique. Alors, elle est unique dès que vous avez choisi la tête et la queue. Une fois que vous avez choisi la tête et la queue, elle est unique. Parce que, comme vous êtes dans un arbre, alors il y a toute une combinatoire qu'il faudrait démontrer effectivement, qui est très intuitive, mais il faudrait quand même l'écrire de manière formelle. Quand vous choisissez deux sommets dans un arbre, il y a un unique chemin, le plus court, qui les connecte. Alors, on peut toujours tergiverser, passer par d'autres sommets, mais ce ne seraient plus des chemins élémentaires. Donc, il y a un unique chemin élémentaire qui les connecte, et dans ce cas-là, tout ce qu'on a défini ici, il n'y a plus de choix. C'est canonique. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Oui. Je me demandais, appris que les graphes, quand il n'y a pas de flèche pour indiquer une direction, c'est des graphes non orientés, c'est ça? Et à ma compréhension, un graphe non orienté, ça implique toujours donc, deux arêtes orientées dans une direction. Et donc, quand je vois un graphe noté comme ça, j'assume qu'il y a des cycles, vu qu'entre chaque arête,
Je ne sais pas si je me trompe dans cette interprétation-là. C'est une interprétation qui est tout à fait correcte. En fait, on peut représenter un graphe non orienté comme un graphe orienté avec virtuellement en fait, avec des couples pour les arêtes et quand on a XY, on a YX. Mais on peut aussi le représenter ça par des paires, en fait. Donc, nos arêtes, ce n'est pas des couples, mais des ensembles de taille 2. Et comme ça, bah là, du coup, il y a plus de premier ou deuxième sommet. Et dans ce cas-là, tout marche. Il n'y a pas de cycle entre deux. Il y aurait pas de cycle, par exemple, entre deux sommets, parce qu'en fait, l'arête ici, elle est par nature non orientée. Donc voilà, on peut s'en sortir comme ça. Il y a tout un tas d'autres façons de faire, mais c'est une façon de faire qui est tout à fait pertinente. Alors, trois petites références ici pour d'autres démonstrations de ce théorème-là. Donc, il y a donc dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, qui parle de ce qu'on appelle des espèces de structures en combinatoire, qui est toute une belle théorie dans laquelle les objets combinatoires vont être manipulés de manière catégorique. Vous avez une démonstration qui est en fait une espèce d'abstraction de tout ça. Donc, ça vaut vraiment le coup de regarder. Il y a une autre méthode de dénombrement qui est basée sur un travail de Pitman. Alors là, c'est une technique qui est assez courante en combinatoire. Vous voulez compter des objets, mais en fait, vous allez proposer deux façons de les compter, pas totalement finies, parce qu'il y en a une qui dépend de l'autre. Ça vous fait une équation que vous résolvez, et ça vous donne la bonne réponse. C'est un très beau résultat de Pitman ici. Vous pouvez trouver une démonstration même sur Wikipédia, qui est très intéressante. Et vous avez une autre démonstration qui est plus informatique peut-être, basée sur les codes de Pröfer, découverte par Pröfer, qui vous donne essentiellement un mot qui va coder votre arbre, qui ressemble un peu à celui-ci, mais pas tout à fait, parce que ça va coder directement votre version non vertébrée. Ça, vous pourrez regarder si ça vous intéresse, c'est des résultats. Alors, maintenant, on va mettre une racine dans nos arbres. Les arbres deviennent un peu moins sauvages, donc comme on est des informaticiens, on met la racine en haut. Les matheux, ils mettent la racine en bas. Les vrais arbres, ils sont Les biologistes aussi mettent la racine. on a tous nos défauts. Donc ici, vous avez des arbres enracinés, RT qui va être votre ensemble d'arbres. Là encore, c'est une famille combinatoire, il y en a un nombre fini. Donc là, je peux permuter en fait mes fils. Il y a pas de problème, je reste égal. Par contre, on a une différence ici entre ces deux arbres-là, parce que là, ce nœud-là, je l'ai descendu pour donner lui. Ça vous change d'arbre, par contre. D'accord? Vous pouvez commuter, mais vous ne pouvez pas détacher des arbres pour en faire d'autres. Là aussi, il y a une très belle formule. Alors là, je ne vais pas trop la détailler, elle est plus complexe. Ça se base sur la divisibilité D divise K ici. On a besoin d'avoir cette espèce de sous-formule importante qui va tenir compte en fait des symétries. Donc là, c'est nettement plus compliqué finalement que le dénombrement de tout à l'heure. Et là encore, vous avez cette suite d'entiers qui apparaît. Et là, il y a un miracle qui apparaît. Dès que je mets des étiquettes dedans, ça se simplifie. Regardez, là, je prends mes arbres enracinés ici et j'en fais des arbres enracinés étiquetés. Ils ressemblent un peu aux arbres de tout à l'heure, mais là, j'ai une racine en plus qui est en haut ici. Donc, ils sont étiquetés ici de 1 jusqu'à 10, toujours de manière bijective. Et là, la formule, c'est n puissance n-1. Beaucoup plus simple, on conviendra que la formule précédente. Là, il n'y a pas vraiment de simplification. Ça, c'est une formule de récurrence. On peut exprimer ça par des fonctions génératrices, mais essentiellement, ça ne simplifie pas davantage. À moins d'étendre artificiellement le langage dans lequel on va décrire nos expressions, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a une heuristique qui est très intéressante quand vous avez une suite d'entiers. C'est une heuristique humaine, donc ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est toujours intéressant. Vous regardez le code qui lui est associé. Plus ce code est petit, plus cette suite a été rentrée avant dans l'encyclopédie et plus elle a des chances d'être prolifique, d'avoir des liens avec d'autres. Donc là, cette suite-là, 00081, elle est très basse. Regardez les suites qu'on avait tout à l'heure, il y avait quoi? Je ne les connais pas par cœur. 272, c'est très très bas aussi. Et là, on avait 55. Alors ça, vous n'irez pas forcément plus bas. La suite avec que des zéros, ça va être la suite, il n'y a que des 1, je crois. Donc, une intéressante pour le coup, mais vous vérifierez, je suis plus sûr de la suite de code 0. Voilà. Donc ça, c'est une suite qui est très, très intéressante aussi. Et comment ça se démontre? Ça, en fait, ça se démontre avec les résultats précédents. Parce que là, vous avez choisi une racine. Donc, en fait, vous avez n manières de plus d'avoir des arbres comme ça que des arbres précédents. Donc, ça vous fait la formule qu'on a ici. Alors, on arrive maintenant à des arbres qui vont nous intéresser un peu plus, qui sont, excusez-moi pour ça, les arbres binaires.
Ça, en général, en informatique, on les connaît très très bien. C'est des arbres dans lesquels vous avez deux types de nœuds. Vous avez des nœuds internes, donc les gros cercles, et des feuilles, qui sont donc les cercles plus petits. Vous avez un nœud spécial qui est tout en haut, et vous avez que l'ordre des fils, par contre, est significatif. Ces deux arbres-là sont différents. Ah oui, parce qu'en fait, comment je suis passé de l'un à l'autre, j'ai permuté directement comme ça. Là, ils sont différents dans ce contexte-là. Ce pas les mêmes arbres binaires. Il y a tout un tas de façons de coder ça en informatique, avec des pointeurs, avec des structures qui sont des couples fils gauche, fils droit. On ne va pas forcément regarder ça. On va s'intéresser plutôt à la combinatoire. Le nombre d'arbres binaires, il est compté par cette magnifique formule où vous avez un binomial ici et une division par n plus 1. Tout ça s'explique combinatoirement. Si ça vous intéresse, pour comprendre comment vous pouvez passer de là à là, il y a plusieurs techniques. Il y a Xavier Viennot, un Français, qui a développé ce qu'on appelle le lemme cyclique, qui vous explique une interprétation de pourquoi chacun des termes ici apparaît pour compter les arbres binaires. Si ça vous intéresse, il y a un très bel article de Xavier Viennot qui existe et qui nous donne une belle interprétation. Et ces nombres-là, donc par exemple, vous avez 14 arbres avec 4 nœuds internes, donc 4 cercles ici, on va compter la taille, ça va être le nombre de nœuds internes, c'est donné par ce qu'on appelle les nombres de Catalan. Les nombres de Catalan, c'est vraiment une suite d'entiers, vraiment, je dirais, mère en combinatoire. Beaucoup d'autres suites d'entiers proviennent de celle-ci, et les nombres de Catalan apparaissent dans énormément de contextes. Dans le livre de cette année que je vous ai montré tout à l'heure, il y a tout un chapitre sur les nombres de Catalan, et il explique tout un tas d'objets différents qui sont comptés aussi par ces nombres de Catalan. Ça, c'est vraiment la suite de base en combinatoire. 1, 2, 5, 14, 42, 132. Tout bon combinatoriste connaît les premiers termes par cœur, bien sûr, tout comme un bon informaticien connaît les puissances de 2, au moins jusqu'à 2 puissance 20, facilement. Alors, la signature maintenant, on va définir un autre type d'arbre très important qui va intervenir, lui, par contre, plutôt en algèbre. On va se baser sur une signature. Une signature, c'est juste un ensemble combinatoire, mais dans lequel on relâche la finitude taille par taille. Donc là, vous avez S, par exemple, regardez ici, j'ai S, j'ai A qui est de taille 1, et j'ai B et C qui sont de taille 3. Un terme, en fait, ça va être un arbre décoré. Ça veut dire que là, je mets librement des étiquettes dans mes nœuds internes en respectant les tailles des étiquettes. Qu'est-ce que ça veut dire? B, il est de taille 3. Donc, un nœud décoré par B possède exactement 3 fils. A est décoré est d'arité 1, de taille 1. Donc, quand j'ai un A, j'ai exactement un fils là qui s'avère être une feuille, etc., etc. Ça, c'est un terme plan. D'accord? Vous avez une signature qui vous explique comment vous avez le droit de combiner vos nœuds internes. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer vos termes plans en respectant ces contraintes. Alors là, en fait, il y a deux familles combinatoires suivant qu'on compte nos objets par rapport au nombre de nœuds internes ou au nombre de feuilles. Si vous prenez cet arbre-là, il possède 7 feuilles. Donc sa taille, elle est à 7 dans cette famille combinatoire-là. Donc là, j'abstrais ici, ça c'est une feuille pour dire que la taille, c'est le nombre de feuilles. Par contre, il est de taille 5 dans cet ensemble combinatoire où la taille serait le nombre de nœuds internes. Vous avez deux manières de voir ces objets-là. On parle aussi en combinatoire de bigraduation, parce qu'il y a deux graduations qui coexistent dans notre ensemble. Donc là, un petit exercice qui est pas compliqué si on le prend bien, si on ne s'en mêle pas les pinceaux, c'est de trouver des conditions nécessaires et suffisantes sur S pour que cet ensemble-là, où on compte les arbres par nombre de feuilles, soit combinatoire. Et même chose pour cet ensemble-là, où on compte la taille comme le nombre de nœuds internes. Donc ça, il faut faire attention parce que si on fait les choses un peu directement, on peut avoir un nombre infini d'objets dans une taille donnée, chose qu'on souhaite éviter. OK, et donc ici, on arrive naturellement au nombre de fausses catalans, qui sont une généralisation des nombres de catalans. Comment ça marche? Rappelez-vous, on a vu les arbres binaires. Un arbre binaire, c'est juste en fait un arbre dans lequel, si je reviens ici, vous avez exactement 2 fils pour les nœuds internes ici. D'accord? Donc facile. En fait, on peut relâcher la condition et dire, en fait, on ne veut pas 2 fils, on en veut m plus 1. Donc ici, j'ai 2 termes, donc des arbres ternaires. D'accord? Chaque nœud interne possède 3 fils. Alors pourquoi on a ce plus 1 là? En fait, c'est pour être cohérent avec la littérature en combinatoire. On veut que les 1 arbres soient des arbres binaires
que les deux arbres soient des arbres ternaires, etc., etc. Ça se greffe bien dans l'univers combinatoire préexistant. Et justement, à partir de là, on a cette magnifique formule qui va compter le nombre de m arbres. Donc, par exemple, pour compter les arbres ternaires, vous allez remplacer n par 2. Et ce qui est joli, c'est quand vous allez compter les 1 arbres, vous allez remplacer m par 1 là-dedans, et vous allez retomber sur les nombres de Catalan classiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en combinatoire. Vous avez une famille qui préexiste, les arbres binaires, et vous allez chercher à l'enrichir en ajoutant des paramètres, en relâchant des conditions contrôlées par des quantités. La condition ici, c'est de ne plus être binaire et je contrôle combien j'ai de fils à chaque nœud par ce paramètre m plus un fils. Et donc, on va essayer de compter cette nouvelle famille combinatoire de sorte à retomber comme cas spécial, comme cas particulier, sur les familles qu'on connaissait déjà avant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup. Donc là, ici, vous avez la suite pour m égale à 2, donc des arbres ternaires, qui apparaît ici, qui est bien connu. Et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement les nombres de m fous Catalan. Arbre de Schroeder, ça, je vais passer, vous regarderez si ça vous intéresse, vous me poserez des questions, la formule est un peu compliquée, mais ça fait des choses intéressantes aussi. Ok, donc maintenant, on a vu les arbres, on a les éléments principaux pour faire un petit peu d'algèbre. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? N'hésitez pas, si on ne finit pas, c'est vraiment pas grave tant que les choses qu'on fait sont relativement claires, c'est ce qui compte le plus. Donc, algèbre universelle. En fait, une structure algébrique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est juste un ensemble avec des opérations. C'est aussi simple que ça, c'est ça une structure algébrique. Bon, quand on a dit ça, évidemment, ça laisse le champ ouvert à tout un tas de variantes et de questions qu'on peut se poser. Je vais quand même vous donner un exemple ici. Le groupe des entiers, groupe au sens algébrique, bah, c'est l'ensemble des entiers, donc grand Z, avec deux opérations. L'opération d'addition, qui vérifie des propriétés, associativité, etc., et l'inverse. Et ça, c'est une structure algébrique. Okay. Deuxième exemple, plus intéressant en combinatoire, le magma des arbres binaires. Alors, c'est un magma en algèbre, c'est juste une structure dans laquelle il n'y a pas forcément de relations qui sont demandées. On n'est pas forcément commutatif, on n'est pas forcément associatif. Magma des arbres binaires, vous avez donc l'ensemble B, on a vu tout à l'heure des arbres binaires, comme ceci, et votre opération, c'est T1 chapeau T2, qui consiste en fait à prendre vos deux arbres et à créer par le biais de cette opération une nouvelle racine, et vous allez placer les deux arbres à gauche, à droite. Très, très simple. Ça, c'est ce qu'on appelle un magma libre, en fait, parce que, par définition, c'est une structure qui n'admet pas de relation supplémentaire. Donc, en combinatoire algébrique, en fait, on va faire principalement deux activités. On va construire des structures algébriques sur des ensembles combinatoires. Et donc, dans ce cas-là, l'algèbre va nous servir à obtenir des résultats en combinatoire. Par exemple, pour faire du dénombrement, on va étudier nos structures en comprenant comment les générateurs vont s'agencer pour avoir des résultats énumératifs. Et on peut aussi aller dans l'autre sens, et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on va étudier des structures algébriques avec des moyens combinatoires. Et donc, dans ce cas-là, c'est la combinatoire qui va être au service de l'algèbre. Donc, il y a une vraie symbiose entre ces deux disciplines. Donc, je vais essayer de vous faire sentir un peu ça par le biais de quelques exemples dans la suite de cet exposé. Alors, là, on a besoin d'un nouvel objet combinatoire. Là, on a tous les ingrédients pour bien comprendre. On a vu tout un tas de... On s'est pris beaucoup d'arbres dans la figure, et là, c'est encore un arbre, mais qui n'est pas forcément très compliqué. C'est ce qu'on appelle les termes. Alors, un terme, ça se définit à partir d'une signature, exactement comme tout à l'heure. Donc là, vous avez la signature S, dans laquelle A et B sont binaires, et dans laquelle C est ternaire. D'accord? Signature, donc ça veut dire que les nœuds qui sont binaires ont exactement 2 fils, A et B ont 2 fils, et les nœuds décorés par C en ont exactement 3. Sauf que j'enrichis un peu ma structure maintenant au niveau des feuilles. Je n'ai plus mes petits ronds là qu'on avait tout à l'heure, on a des variables. Donc j'ai mon alphabet, mon ensemble X de variables, c'est un ensemble infini mais dénombrable, donc X1, X2, X3, jusqu'à aussi grand qu'on veut. Et là, je peux décorer mes feuilles de manière arbitraire, je n'ai pas de contraintes, je peux même avoir, regardez, plusieurs feuilles qui ont la même décoration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des termes en informatique théorique combinatoire algèbre. Vraiment, c'est dans toutes ces disciplines. Ce qui est bien avec les termes, c'est que ça va nous servir à représenter des opérations composées. Regarde, ici, je prends ma signature. En fait,
ce qu'on n'a pas dit pour l'instant, mais qui va apparaître ici, c'est qu'en fait, une signature, c'est une collection d'opérateurs de base. Dans ma signature, j'ai le symbole plus, qui est binaire, et le symbole moins, qui est unaire. Le symbole moins, c'est le moins de moins 7. On est moins une valeur, ce n'est pas le moins de 3 moins 7. C'est vraiment le moins de moins x. Donc, il est bien unaire. Là, regardez, j'ai cet assemblage-là d'opérations qui respectent ma signature. Donc, le plus, c'est bien binaire. Le moins est bien unaire. Et j'ai des variables ici. Et ça, en fait, cet objet, c'est une petite machine à calculer. Ça va me coder cette... Ça, c'est une lambda expression, en fait. x1, x2, x3 va être envoyé sur, donc j'ai 3 entrées, sur x1 plus x3, x1 plus x3. Je prends l'opposé. Je prends le plus ici, donc c'est une lecture infixe, en fait, plus x2 plus x1, x2 plus x1. Donc c'est une machine à calculer qui va me coder donc un certain résultat quand j'aurais mis une sémantique sur mes plus et mes moins. Peut-être que le plus, en fait, ici, devait être une multiplication. Là, j'ai rien dit, j'ai pas dit comment on l'interprète. Là, on est purement syntaxique. Alors, en fait, les structures algébriques, on va pouvoir les spécifier en donnant deux choses. Une signature pour avoir nos objets de base, nos calculateurs atomiques, si j'ose dire, donc nos nœuds ici, et une relation R d'équivalence, vous allez voir avec les exemples, qui est très importante, qui va nous dire quels sont les termes qui sont équivalents. Ça va nous servir à coder, par exemple, la commutativité, l'associativité ou tout un tas de variantes qui peuvent exister. Et donc, l'algèbre universelle, c'est une branche de l'algèbre et aussi de l'informatique théorique, de la combinatoire, dans laquelle on étudie les variétés. Alors, regardez. Ici, vous avez la variété des monoïdes. On sait à peu près tous qu'un monoïde, ça va être un ensemble avec une opération, que je note étoile, de multiplication qui est associative. On va regarder juste cette partie-là pour l'instant. Donc, étoile est d'arité 2. Cette opération est associative. Donc, il faut que le R ici de ma signature, qui est une relation d'équivalence sur des termes, soit tel que cet arbre-là soit en relation avec celui-ci. Pourquoi? Parce que si je considère l'expression de cet arbre-là, ça me fait ceci. C'est une machine à calculer qui prend 3 entrées et qui me envoie ces 3 entrées sur x1 fois x2, parenthésé comme ça, fois x3. Alors là, j'ai suivi la lecture de cet arbre-là. Si je fais la même chose pour l'arbre de droite, on obtient ceci. Comme ces deux termes doivent être en relation, ça veut dire qu'on demande par définition avoir l'égalité entre ces deux expressions-là, celle-ci et celle-là. Ça veut dire simplement que étoile est associatif, chose raisonnable dans un monoïde. Les choses se corsent un peu dans un monoïde parce qu'on a en fait un élément neutre. Et là, on peut se dire, oui, mais là, on n'a pas de notion d'élément dans ce contexte-là. Ben, en fait, si. Parce qu'en fait, un élément, vous pouvez le voir comme une fonction aussi. En programmation, vous avez des fonctions qui admettent des entrées. Et si vous vous amusez à coder une fonction qui ne prend pas d'entrée, et vous êtes dans un principe où la transparence référentielle est respectée, ben, votre fonction, ça va être une constante, en fait. Et va toujours renvoyer la même valeur. Donc, en fait, une fonction à zéro entrée, c'est une constante. Donc, c'est pour cette raison que l'élément neutre de ma signature, c'est en fait un élément d'arité zéro. Vous voyez, c'est un nœud ici, mais j'ai rien en bas. On respecte toutes les règles. Il faut juste être un petit peu imaginatif pour faire apparaître les choses qui marchent. Et dans un monoïde, ben, on sait qu'on a ce type de relation x point l'unité qui est égal à x qui est égal à l'unité point x. Là, c'est des étoiles. Et c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Donc ça, c'est l'identité, c'est-à-dire que x1 est directement sorti. L'espèce de rond ici, c'est pour marquer la sortie de la machine du terme à calculer ici. Là, vous avez la variété des monoïdes qui est ainsi représentée. Et donc, maintenant, quand on considère un monoïde particulier, c'est une sémantique ajoutée à tout ça. Si vous prenez, par exemple, le monoïde des entiers pour la multiplication, ben, en fait, on va donner un sens à notre étoile pour dire que c'est bien le produit des entiers, et on va donner un sens à ce 1-là pour dire que c'est bien la valeur 1 numérique. On donne une sémantique. Et donc, c'est ça une algèbre sur une variété. C'est une sémantique sur les opérateurs qui préservent les relations qui sont ici. Oui. C'est quoi Un monoïde, alors un monoïde exactement, c'est ça. Donc, un monoïde, c'est un ensemble M avec un produit étoile
et une constante 1 qui appartient à M, telle que, est-ce qu'il y a un effaceur quelque part? Tel que, et là il y a un mot important, j'en profite, c'est pour tout. C'est pour ça qu'on parle d'algèbre universelle, x1, x2, x3 qui appartiennent à M. On a x1 étoile x2 étoile x3 parenthésé comme ça qui est égal à x1 étoile x2 étoile x3 parenthésé comme ça. Et x1 étoile 1 est égal à x1 qui est égal à 1 étoile à x1. C'est ça la définition d'un monoïde. Et en informatique, il y a des monoïdes qui sont très très utiles, notamment le monoïde libre, qui est le monoïde des chaînes de caractères qu'on concatène. Aussi simple que ça, et c'est un monoïde avec une complexité infinie. On peut se poser des questions sur plusieurs vies, parce qu'il y a tout un tas de belles combinatoires qui existent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En regardant ça, moi, ça me rappelle directement le Prolog. Est-ce que le Prolog, c'est un langage qui a été basé sur ces principes-là en premier? Alors, il y a tout à fait des liens, parce qu'effectivement, en prologue, les expressions sont des termes. Et il y a d'autres opérations qu'on va considérer en prologue, qui est plutôt l'unification, qui est une opération qui apparaît aussi dans les systèmes de type, enfin dans tout un tas de contextes. Et donc, il y a évidemment des liens qui ne sont pas si triviaux que ça d'ailleurs. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Il y a des liens avec le prologue, avec le lambda calcul, avec la logique combinatoire, avec tout un tas de modèles de calcul, tout à fait. Il y a vraiment des liens forts entre algèbre universelle et tout ça. C'est d'ailleurs des domaines de recherche à part entière. OK, maintenant on arrive à un point vraiment important qui est sur l'équivalence des opérations composées. Alors, en fait, vous pouvez avoir des termes qui sont différents. D'ailleurs, ce pas les mêmes. Quand vous les regardez, ils ont des allures différentes, mais en fait, ils calculent toujours la même chose. C'est un peu si vous avez fait des automates, vous pouvez avoir des automates qui sont différents, et en fait qui décrivent le même langage. Alors pour les automates, c'est entre guillemets facile. Il suffit de calculer l'automate minimal et de les comparer. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode aussi systématique pour détecter si deux termes sont équivalents. Alors, on va, juste avant de faire l'exemple ici, on va dire que T1 et T2 sont équivalents et on va noter ça comme ça, égal indice R. Regardez l'exemple ici. On se place dans la théorie des groupes, donc dans la variété des groupes. Un groupe, c'est un peu comme un monoïde, mais avec une opération d'inverse, que je vais noter I ici et qui est d'arité 1. D'accord? Ça prend un élément et ça calcule son inverse. Et on a comme axiome l'associativité du produit, comme dans les monoïdes, l'unitalité, comme dans les monoïdes, et on a en plus cet axiome-là, qui nous dit que si vous faites le produit entre x1 et son inverse, ça vous fait l'élément neutre. Et c'est aussi la même chose que de faire le produit entre l'inverse de x1 et x1. C'est les trois seuls axiomes des groupes. Il y a d'autres systèmes possibles, mais ça, c'est les trois qu'on donne en général quand on fait des études en maths, parce que c'est vraiment les plus simples à comprendre. Il y a quelque chose de fascinant. Les groupes, vous pouvez les définir avec une seule opération. Pas ces deux-là, mais une seule. Par contre, l'axiome, il est très grand. Là, vous avez besoin de termes beaucoup plus grands que celui-ci. Donc, c'est très intéressant de se demander comment ça marche. C'est un autre domaine encore des choses. Alors là, ici, regardez. On a cette équivalence de termes. En théorie des groupes, dans n'importe quel groupe, quand vous faites l'inverse du produit deux éléments x1 et x2, ça fait toujours la même chose que de prendre le produit de l'inverse de x2, là j'ai permuté les entrées, avec le produit de l'inverse de x1. Ça fait toujours la même chose et ça on peut le démontrer parce qu'en fait, vous pouvez par exemple transformer ceci en cela en appliquant les règles qui sont là-haut. Vous aurez besoin d'essentiellement toutes les règles. Vous faites des transformations locales dans vos arbres en préservant le contexte et vous allez réussir à obtenir l'autre arbre qui est à droite. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équivalence entre les opérations composées et c'est un point de la plus haute importance. Le problème général s'appelle le problème du mot en informatique. Vous avez deux termes, est-ce qu'ils sont équivalents? En fait, c'est indécidable. Il n'y a pas d'algorithme pour donner cette réponse-là quand votre variété est quelconque.
Alors, le problème du mot, il est décidable hein, dans pas mal de variétés. Dans la variété des monoïdes, il est décidable, dans celle des groupes aussi. L'algorithme de complétion de Clade-Bendix qui existe pour obtenir des réponses. Mais il y a des variétés très simples où il n'est pas décidable. Ça, c'est assez fascinant. Pas d'algorithme possible. C'est pas parce que c'est indécidable qu'il faut arrêter de travailler. Sinon, on serait pas mal en grève. On peut quand même essayer de regarder les choses dans des cas particuliers. Et en combinatoire algébrique, on a souvent affaire à des variétés dans lesquelles c'est justement décidable ou dans lesquelles on a une bonne chance de démontrer que c'est le cas. Donc, en fait, en combinatoire, on va essayer plutôt que de manipuler des termes, on va plutôt les mettre en bijection, un peu comme on a vu tout à l'heure, nos termes avec d'autres objets combinatoires. Par exemple, dans la théorie des groupes, au lieu de représenter nos opérations par des termes qui sont relativement compliqués et sujets, dans tous les cas, des équivalences, donc autrement dit, un terme, ça ne représente pas exactement une machine à calculer, parce que la même machine peut être représentée par des termes différents. On va plutôt abstraire ça, mettre des objets de sorte à avoir un objet pour une machine à calculer. Pour la théorie des groupes, ça va être des mots avec des lettres et des anti-lettres. C'est ce qu'on appelle la réalisation du groupe libre. C'est des choses qui existent bien et qui sont connues depuis très longtemps. Donc ça, c'est connecté à ce qu'on appelle, ce qu'on vient de dire, la réalisation combinatoire de structures algébriques. Et on a pas mal de méthodes pour y arriver, les systèmes de réécriture de termes, les opérades ou les clones, qui sont des très belles structures qui apparaissent pas mal en combinatoire. Donc je vais vous donner ici un exemple, mais je ne vais pas le finir parce que je vais quand même vous montrer encore quelques petits points et l'exposer comment ça. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je crois plus bon. 14 heures, on a le cache qui est 14 heures. Attends, ok, mais je ne vais quand même pas vous dire trop longtemps. On va avancer un petit peu, mais merci. Et donc ici, un exemple assez simple, c'est là. Mais il est simple à comprendre comme exemple, mais la complexité de la réponse est assez surprenante. C'est souvent ça en combinatoire, vous avez des énoncés qui ne sont pas compliqués, mais en fait, pour les résoudre, il faut être vraiment très ingénieux et ça peut mener à pas mal de développements qu'on n'avait pas soupçonnés. Alors ici, la théorie ou la variété des groupes, des semi-groupes, pardon, idempotents, elle est très simple. Vous avez une seule opération binaire, étoile. Et on a ces deux axiomes-là. Le premier, c'est que étoile est associative. Et le deuxième axiome, c'est que étoile est idempotente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x1 étoile x1, donc le produit d'un élément avec lui-même, c'est en fait x1. C'est ça que ça veut dire un semi-groupe idempotent. Par exemple, vous prenez le système avec true et false, les booléens, et vous prenez le ou. Là, vous avez un système qui est idempotent parce que true ou true, c'est égal à true, et false ou false, même chose, c'est égal à false. Donc là, ce sera un semi-groupe assez simple. Et là, de manière assez intéressante, donc je vous ai pris cet exemple-là, qui est l'un des premiers exemples non triviaux, vous avez T1 et T2 définis comme ça, qui sont équivalents. Et à première vue, alors là, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ces deux termes-là calculent toujours la même chose? Donc, c'est des termes qui ont trois entrées, x1, x2, x3, avec un arrangement un petit peu, voilà, un petit peu différent. Donc, comment démontrer ça? Une première méthode qui est excellente, et qui peut avoir quand même des limites, ça consiste à appliquer ce qu'on appelle des systèmes de réécriture de termes. On va, par exemple, partir de ce terme-là, et on va essayer de le transformer un peu comme tout à l'heure, on l'avait expliqué en ce terme-là, en appliquant dans un sens ou dans l'autre ces transformations. Le problème, c'est que quand on prend un système comme ça, on n'a pas vraiment d'algorithme parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas si on doit aller dans un sens ou dans l'autre et on ne sait pas quelles règles appliquer. Donc, dans ce cas-là, on veut ce qu'on appelle des systèmes de réécriture qui sont terminants et confluents. Et il n'en existe pas toujours. Donc ça, c'est une possibilité, mais ça ne marche pas toujours. Il y a une autre manière de faire qui consiste justement, je reviens à la diapo d'avant, à réaliser notre variété par d'autres objets combinatoires qui vont nous permettre de décider de l'équivalence en regardant les objets qu'on obtient. À ce résultat-là, il a été obtenu dans les années 80. Alors, on ne va pas lire, hein, je vous donne pas, on ne va pas déplier l'exemple totalement. Et il a été amélioré dans les années 2010. Et donc là, vous avez un algorithme, mais un vrai algorithme, hein, qui prend un terme et qui vous donne un certain mot, et qui vous permet de décider si les deux termes sont équivalents. Donc l'algorithme, il marche, en fait, il prend un terme et il vous calcule une suite d'entiers. Là, associé à T1, ce sera la suite 1, 2, 3. Il suffit de suivre l'algorithme. La suite associée à T2, ce sera 1, 2, 3. Et comme c'est les mêmes suites, vous avez un si et seulement si, ça c'est crucial,
qui vous dit que les deux termes calculent la même chose, quoi qu'il arrive, pour n'importe quel semi-groupe. Ça, c'est très joli, un résultat magnifique pour les semi-groupes idempotents à ces 4-5 chercheurs-là. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc on va terminer notre exposé par des exemples de structures algébriques sur les arbres connectés avec les variétés, parce qu'on va à chaque fois donner les variétés et leur réalisation. Pour les exemples, on va regarder. Donc, un premier exemple d'opération qu'on peut considérer sur les arbres, c'est le produit de Butcher. Là, ici, vous allez considérer des arbres enracinés décorés. Il n'y a strictement aucune contrainte sur les décorations. Regardez, par exemple, ici, vous avez B, B, A, B comme décoration. Et là, on ne respecte rien. Là, regardez, B, il a 2 fils, mais là, B, il n'en a qu'un seul, et là, il en a même 0. C'est autorisé. C'est des arbres décorés, sauvages, appelez-les comme vous voulez. Sur ces arbres-là, vous allez définir le produit de Butcher. C'est une diagonale comme ça. Là, c'est un produit très simple. En fait, regardez, schématiquement, vous allez en fait prendre la racine et faire un lien ici avec la racine de l'arbre de gauche. Ça vous fait ce résultat-là. Là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Ça ne sert à rien. Si ça sert, ça a été regardé par des chercheurs, notamment en physique. Ça modélise des processus, des procédés qui interviennent dans d'autres parties. Donc, on a ça et on peut essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ce produit-là vérifie comme propriété? Ben déjà, il n'est pas associatif. Ça, c'est dommage. On aime bien avoir des produits associatifs. C'est quelque chose de très agréable. Il n'est pas associatif. Là, vous avez un contre-exemple. D'accord? Même très, très simple. On n'a même pas besoin de l'ordinateur pour qu'il nous trouve le contre-exemple à notre place. On le trouve parce que c'est la première chose qu'on peut calculer. Ce produit n'est pas commutatif. Là, il faut aller un peu plus loin. Il faut prendre un arbre de taille 2. Là, si vous faites ce calcul-là, vous avez lui. Et dans l'autre sens, vous avez lui. Ce n'est pas les mêmes arbres. Donc, il n'est ni associatif ni commutatif. Et pourtant, il vérifie une propriété qui est celle-ci. T1 produit avec T2, produit avec T3, parenthésé comme ça, c'est la même chose que T1 produit avec T3, parenthésé comme ça, produit de Butcher avec T2. Vous voyez que là, j'ai en fait transposé T2 et T3, et je vais égalité. Ce n'est pas très dur à démontrer parce que rappelez-vous que vos arbres, il n'y a pas de notion d'ordre sur les fils. Vous avez le droit de permuter. Là, j'aurais pu mettre le A avant le BB ici. Ou permuter. C'est grâce à ce mécanisme-là qu'on a cette relation. Mais là, arrivé à ce stade-là, c'est très bien. On a fait des calculs, on a démontré des choses, mais on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autre relation? Parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y aura pas une autre relation avec 5 arbres. Pourquoi pas, il n'y aurait pas d'autre relation avec 45 arbres? Ce serait possible, il n'y a rien qui nous dit le contraire. La réponse, c'est non, c'est la seule relation. Ça se démontre justement avec ces principes de réalisation d'algèbre. Alors là, il faut abstraire un peu pour comprendre un peu comment ça marche. Vous considérez la variété des algèbres nappes. Donc nappe, c'est non associatif permutatif, c'est le nom qu'on donne à cette relation-là. Donc en fait, la relation qui est ici, regardez, j'en fais une relation sur des termes. Donc l'abstraction, c'est que je mets dans mes nœuds le produit de Butcher et dans mes feuilles ici, je mets les x1, x2, x3 avec, regardez, la permutation xi, x2, x3 qui donne le deuxième arbre. Et là, il y a un très joli théorème qui est relativement récent, qui vous montre qu'effectivement, l'algèbre libre sur cette variété, c'est l'algèbre des arbres décorés qu'on vient de regarder ici. Ça veut dire que donc cette algèbre, elle n'a pas besoin de relation en plus. C'est un peu abstrait, mais ça se démontre bien, et la démonstration de ça est combinatoire. Donc, on arrive à bien comprendre comment ça marche en ayant des raisonnements par induction sur les arbres, par exemple, ou par d'autres types de raisonnements, mais vraiment très, très mécaniques. Un autre exemple, c'est celui des algèbres dupliciales. Elles interviennent en physique plutôt, en théorie quantique des champs, à la base. Mais maintenant, il y a des applications en combinatoire. Donc, une algèbre dupliciale, c'est une algèbre sur la variété des algèbres dupliciales dans laquelle vous avez 2 opérations binaires. Celle-ci, la barre qui monte, on l'appelle over, et la barre qui descend, on l'appelle under. C'est la terminologie qui fait sens aujourd'hui. Donc, over et under sont associatifs séparément, donc c'est ça et ça qui le dit. Et en plus de ça, il y a une espèce de relation de compatibilité qui s'écrit comme ça entre les 2 opérations. Et là, on va essayer de se dire, mais OK, comment je peux résoudre le problème du mot dans cette structure-là? Une des meilleures manières de faire, c'est de réaliser ma structure dupliciale
avec des objets combinatoires annexes qui vont capturer exactement les classes d'équivalence de termes. Là, la bonne réponse, c'est les arbres binaires. C'est eux qui vont faire en sorte que ça va marcher. Je ne veux pas la démonstration, je vous donne juste ici l'idée de comment ça marche globalement. On va prendre des arbres binaires qu'on va décorer aussi de manière absolument libre. Et on va donner de la sémantique à over et under par ces opérations de greffe. Over, en fait, ça consiste à prendre le deuxième arbre, le rouge ici que je mets là. Je visualise la première feuille de l'arbre et je mets un lien vers la racine du premier. Vous voyez, en fait, j'ai créé cette petite arête ici, orientée comme ça. C'est pour ça que le dessin s'écrit comme ça. Les mathématiciens qui notent les arbres à l'envers, ça ne marche plus comme ça. C'est plus aussi simple. Alors, pour l'opération under, c'est pareil. Vous allez ajouter une arête comme ça, vous allez l'ajouter ici. Pour connecter cet arbre-là au-dessus de celui-ci. Vous avez l'arbre ici. Et là, c'est la petite arête qui est là. Très, très simple, très visuel. Et ça réalise la variété des algèbres dupliciales. Encore un très joli théorème. Ça, c'est dû à... j'ai pas mis la citation. Il me semblait que je l'avais mise. Lodé, voilà, elle est là, super. C'est dû à Lodé. Il y a Frabetti et Broder qui ont travaillé aussi là-dedans un petit peu avant, mais c'est Lodé qui l'a démontré en premier. Un petit exercice qui est quasi un exercice de recherche pour les deux dernières questions ici. Ça consiste, alors je vous laisserai le regarder, on ne va pas détailler, mais à étudier une algèbre dupliciale sur des mots entiers et essayer d'en tirer quelques résultats. Donc là, vous pourrez me contacter si vous avez des questions, bien sûr, à ce niveau-là. Et un dernier exemple qui sont des structures que j'ai introduites moi-même dans ma recherche il y a quand même presque 10 ans, qui sont connectées à des structures sur les nombres de Fous catalans. Vous avez un paramètre M ici, qui va vous donner n plus 1 opérateurs des barres ici, comme ça, indexées chacune par un entier compris entre 0 et m. Et là, on a cette relation-là qui va définir la variété. Un peu compliqué, vous avez ici toute une arithmétique sur les alphas et les bêtas qui font la relation. Pas la peine de lire ça en détail, c'est pour avoir l'idée. Et en fait, on peut démontrer que la réalisation de ces variétés-là font intervenir les arbres, les M-arbres, donc les arbres Fous catalans. Et la réalisation de ça, elle marche comme ça. Donc ici, vous avez des arbres parité 3, donc des deux termes. La définition est très simple. Barre 0, ça consiste à greffer cet arbre-là sur la 0e feuille du premier arbre, avec l'indexation qui commence à droite. Déjà, elle commence à 0, mais ça, en informatique, ça va. Mais l'indexation commence à droite. Donc, il faut que je greffe le B ici, à ce niveau-là. Donc, ça me fait ce résultat-là. Et là, on a compris, barre 1, c'est l'indexation sur la deuxième feuille en partant de la droite, donc ici. Je mets l'arbre là. Et barre 2, donc comme je vais jusqu'à m égale à 2, j'ai les opérations de 0 jusqu'à 2, donc j'en ai bien 3. C'est sur la 0, 1, 2, troisième feuille ici, pour obtenir l'arbre final. Ça réalise nos structures. Elles ont des applications dans la théorie des opérates, par exemple. Oui. La greffe d'un arbre à un autre, ça remplace la feuille? Ça remplace en fait la feuille du premier arbre. Ouais. C'est mécaniquement, en fait, vous allez remplacer votre pointeur nul ici. Ils sont nuls. Par le nœud, ouais. Vous allez remplacer votre feuille, vous allez là. Les feuilles-là sont comme toujours vides. Le pointeur, il va pointer vers le nouveau nœud. Ça va, c'est clair mécaniquement. Ouais. C'est vraiment une substitution d'un nœud à une feuille préexistante. Et la descendance de l'autre arbre vient avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc oui. Là, on peut une petite discussion là-dessus. Ok, d'accord. Ah, super. Spécifique. Ça marche. Voilà, donc ici, quelques petits exercices, encore une fois, des quasi-recherches pour les dernières questions. Et une petite conclusion sur un peu ce qu'on a vu ici. J'ai conscience, on a vu des choses un peu rapidement, mais c'est pour vous donner un peu une idée générale du portrait de ce qu'on peut faire en combi algébrique. Donc, on a étudié un peu les arbres avec différentes variantes à chaque fois. Des racines, des décorations, des ordres sur les nœuds, des termes, etc., avec des variables dans certains cas. On a fait un peu d'algèbre universelle avec ces termes-là pour définir des structures algébriques. Et on a vu un peu d'algèbre combinatoire algébrique sur ces structures-là. On a vu les algèbres Naples, les algèbres dupliciales, par exemple. Alors, il y aurait d'autres structures très importantes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui sont vraiment aujourd'hui tout à fait centrales, les algèbres prélis.
où les structures qui interviennent, ce sont des arbres décorés enracinés, mais avec des produits bien différents de ceux qu'on a vus. Mais ça fait toute une théorie très intéressante aussi. Et l'algèbre de Cohn-Kramer, qu'on a très rapidement nommé tout à l'heure, qui elle fait intervenir plutôt des forêts. Une forêt, c'est juste en fait une suite ordonnée ou non d'arbres. Donc c'est soit une suite, soit un multi-ensemble d'arbres. Vous avez le droit de commuter. Multi-ensemble parce que vous avez le droit d'avoir le même arbre qui apparaît plusieurs fois dans une forêt. Alors, il y a aussi d'autres aspects qu'on n'a pas vus aujourd'hui. On en a un peu discuté, mais c'est des liens avec le lambda calcul. Parce qu'en fait, une lambda expression, c'est en fait un arbre particulier. Et les opérations pour faire avancer un calcul, c'est en fait, des opérations très mécaniques sur les arbres. Et dans le même ordre d'idée, il y a aussi un très beau domaine qui s'appelle la logique combinatoire, qui fait partie de mes domaines de recherche, dans lequel, en fait, vous allez euh, réaliser des calculs, un peu comme un lambda calcul, mais avec des variantes significatives. Donc là aussi, il y a des termes qui apparaissent et il y a des notions de réécriture. Voilà, donc ça clôt cet exposé. Merci pour votre attention. On a des questions. Posez des questions si vous en avez. Sinon, moi, j'ai des questions assez naïves. Je peux briser la glace. Euh, donc, l'encyclopédie que vous avez mentionné au départ, si je comprends bien, donc c'est une encyclopédie où est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une proposition comme voici la liste des choses X comme des propriétés Y. Et là, voici une énumération pour C'est ça. toutes les cardinalités différentes. Comme par exemple, voici toutes ceux qui sont de taille 1, de taille 2, 3. Taille 1, taille 2, etc. Ça, c'est un site qui est une longue liste de toutes C'est ça. les gens qui se mettent ensemble et qui se disent on va énumérer une après l'autre. C'est ça, en fait, c'est vraiment une base de données commune qui fait, je crois, il y a beaucoup, beaucoup de pages. Hein. J'avais regardé un petit peu, je m'étais amusé. Je crois qu'en fait, il y a toutes les suites avec jusqu'à un 2 ici. Et après, il y en a plus. Donc, il y en a à peu près 100 000 globalement, mais tous les jours, il y en a des nouvelles. Voilà, donc il y a de l'espace pour les nouvelles. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour le chercheur en combinatoire parce que quand on tombe sur des exemples, on peut comparer. Et par exemple, hein, je ne sais pas, je vais compter des arbres particuliers, je tombe sur une certaine suite, et en regardant l'encyclopédie, je m'aperçois qu'en fait, il y a un autre chercheur qui est tombé sur la même suite, mais qui ne compte pas des arbres. Donc, par exemple, des permutations spéciales. Et là, je vais essayer de me dire, ah oui, mais il y a des liens en fait entre les deux objets. Et donc, je vais essayer de chercher le lien entre les objets si on a. C'est comme ça qu'on trouve des fois des tels numéros, comme les chiffres de catalan, qui sont des répétitions qui C'est ça, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver, il y a des variantes, il y a tout un tas de. Ouais. Si ça t'intéresse là-dessus, donc c'est un organisme à sans but lucratif qui chapeaute le bazar. Et l'un des fondateurs de ce truc-là, c'est Simon Plouffe, un ancien diplômé de l'UQAM. Exact. Ouais, bonne remarque. Ça a été mis en place quand, savez-vous? Parce que moi, je suis Pour toujours des années. Je crois que c'était un livre avant, il me semble. Avant, c'était un livre. La même chose, mais en papier. Hey, tu lis le ça le soir en temps. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la suite des nombres en soi. Ce qui est intéressant, c'est toutes les références qui disent. Voilà tous les travaux scientifiques où ce machin apparaît. Et donc, c'est pas juste une suite de Et chiffres. donc, toute une bibliographie, et puis dire ça permet de faire des liens entre des objets mathématiques et des objets informatiques que, a priori, tu peux cliquer dessus. Ouais. Je crois que je fais bien. L'application. Comment ça s'appelle? Oui, c'est vrai. Je ne sais plus. Des fois, j'ai inversé les lettres. Attendez, parce que là, je vais y aller à la main, parce que vraiment, j'avais. Oui, c'est ça. Oui, yes. Je vous demande ça juste. Alors. On vérifie. Mais tu me demandes ça à moi. Je sais que je suis. C'est drôle. Une fois, j'ai fouillé dans des affaires. Alors, en fait, ça se présente comme ça. Vous avez cette fenêtre-là et vous allez faire une recherche, par exemple. 1, 2, 5, 14, 42, par exemple. Là, vous tombez sur cette suite-là comme par hasard. Par hasard. Comme par hasard. Et vous avez cette page-là qui apparaît. Donc là, vous avez les premiers termes. Et vous avez tout un tas d'informations qui apparaissent qui sont très, très intéressantes. Comme l'a expliqué Jean, ce qui est intéressant, c'est la partie référence.
voilà, qui va apparaître. C'est c'est bien pour les informaticiens, c'est assez old school. Yes. C'est un rabbit On peut hole même le mettre sans comme ça, fin. pour vraiment faire et c'est ça, c'est très intéressant. C'est spartiate. Allez-y tranquillement, faites vos recherches. Et ça marche dans les deux sens, hein. J'aurais aussi pu faire ça, par exemple. Alors. Enfin, vous pouvez chercher composition et avoir, vous avez compris, la liste des métiers qui apparaissent. Si on parle de François. Ouais, en fait, juste pour être sûr, la signature, elle est unique. On ne retrouvera jamais deux fois la même signature. Là, tu as mis, mettons, les 5 premiers chiffres. Il y en a plusieurs, peut-être, qui pourraient avoir les mêmes 5 premiers chiffres. Oui. Par exemple, celle-là, par exemple. 95 résultats trouvés. On va Oui, oui, c'est ça, il y en a plusieurs. Juste par exemple, ça, je pense qu'il va nous en mettre déjà plusieurs. Donc là, effectivement, il y a les puissances de 2. Je suis à peu près sûr qu'il y aura d'autres suites qui vont commencer. Voilà. Là, il y a par exemple celle-là. Donc voilà, donc là, on commence à être dans le monde des séries génératrices, mais il y a une autre interprétation. Là, c'est encore ça, c'est encore la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, là, on a quelque chose de totalement différent. Donc, les nombres K tels que 10 fois RK plus 3 est premier. Donc, c'est très, 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 très spécifique. Alors, il faudrait définir ce que c'est que RK. Ça doit peut-être apparaître ici. Il y a des liens vers d'autres suites. Donc, on peut regarder un peu ce qui se passe. Bon, c'est un coup à s'y perdre vraiment parce que sur les suites, on regarde à quoi elles ressemblent, etc. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes. C'est vraiment une mine d'or. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, mais il n'y a pas d'interruption. De mon côté, je vais vous en poser deux dernières. En lien avec ce site-là, c'est vraiment un fait divers, mais est-ce que vous connaissez le site internet qui s'appelle la Bibliothèque de Babel? C'est les énumérations de toutes les. Disons, on prend les 26 caractères de l'alphabet, plus les espaces, les points et les virgules, puis on fait toutes les combinaisons possibles de 3260 caractères différents. C'est tout disponible sur le site. Donc, par exemple, vu que toutes les combinaisons possibles de 3260 caractères, ben, il y a la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Il y a, par exemple, toute votre conférence se retrouve sur ce site-là. Donc, Toutes les conférences d'avant et toutes et les variantes. tout ce qui a déjà été dit et tout ce qui sera jamais dit se retrouve sur ce site-là. Exactement. Parce que tout est des nombres. Exactement. Ben, ça, c'est juste un petit fait divers. C'est vertigineux, mais c'est très intéressant. Puis une dernière question, ce serait en général pour les étudiants. Est-ce que vous acceptez des étudiants, par exemple, premier cycle, ou est-ce que c'est juste des gens qui ont des parcours mathématiques qui vous intéressent? Moi, j'accepte tout le monde qui est intéressé par la combinatoire. C'est vraiment, si vous êtes intéressé, venez me voir discuter. Puis, s'il y a un sujet qui peut vous intéresser, voilà. Après, vous pouvez venir discuter avec un enseignant, un chercheur et vraiment lui dire non, je n'ai pas le temps. Mais vraiment, ce qui est important, c'est discuter sans rien vous engager, mais juste avoir une idée d'un peu ce qui se fait là. J'espère que vous en avez eu un petit peu aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez surtout pas. Ouais. En tout cas, j'accepte, notamment pour des stages en été plutôt, à partir de maintenant, le temps que ça se mette un petit peu en place. CRSNG. C'est ça, CRSNG, ouais, ce genre de choses. Espèce d'autres questions. Vas-y. J'ai encore un peu de la difficulté à comprendre c'est quoi la raison d'être de la combinatoire algébrique. C'est encore un peu flou pour moi. Alors, je peux donner par exemple une motivation. C'est donné par ce qui s'appelle les théorèmes de Polya. Les théorèmes de Polya. Polya, c'est un chercheur en théorie des groupes principalement. Les groupes, en fait, c'est une structure algébrique dans laquelle vous allez pouvoir coder des symétries. Parce qu'un groupe, vous allez le faire agir sur des objets. Par exemple, vous avez un carré, et votre carré, vous pouvez le tourner comme ça, ou le tourner comme ça, et ça va le laisser invariant, en fait. Il ne va pas changer, mais c'est quand même une transformation. Et là, vous avez ce qu'on appelle le groupe diédral qui va agir sur le carré. Et vous avez des généralisations où ce n'est pas des carrés, mais des pentagones, des hexagones, et donc c'est des groupes diédraux d'ordre supérieur. Maintenant qu'on a dit ça, en fait, les groupes, ils nous servent à modéliser des problèmes où on veut compter des objets, où il y a des symétries, par exemple, notamment les arbres. Vous avez une action d'un groupe qui va laisser votre arbre invariant, mais qui fait bien quelque chose. Et les théorèmes de Polya, en fait, ça vous permet de compter des structures en tenant compte des symétries faites par les groupes, des symétries encodées par ces groupes-là. Et c'est là un peu que naît la combinatoire algébrique. Parce que la combinatoire algébrique, à la base, elle avait pour but
de travailler dans la théorie des représentations des groupes. Une représentation d'un groupe, pas rentrer dans les détails, mais c'est un espace vectoriel sur lequel votre groupe agit et ça révèle tout un tas de propriétés du groupe. On va ajouter de la structure et ça va nous permettre de le comprendre, de le décomposer. Et justement, la théorie de la représentation des groupes, c'est l'un des points de départ de la combinatoire algébrique, notamment quand on étudie le groupe des permutations pour la composition. Et donc, c'est vraiment ça la motivation de base de la combi algébrique, c'est de comprendre les groupes par des méthodes combinatoires. Et comprendre un groupe, ça veut dire comprendre comment il agit, et ça veut dire avoir des indices pour faire du dénombrement. Et faire du dénombrement, c'est utile parce que quand on fait de l'algorithmique, savoir combien vous avez de configurations différentes, ça peut vous donner des indices sur le comportement de vos structures dans des algorithmes. Donc tout est un peu connecté comme ça, c'est un peu rapide, mais c'est vraiment le portrait, une des manières générales de Si je ne me trompe pas, justement, ça a des implications, par exemple, en recherche opérationnelle, où on va avoir des problèmes algorithmiques super complexes, donc il y a même des applications industrielles. C'est ça. Et aussi en bioinformatique, je rebondis là-dessus, où vous avez les séquences de ACGT, par exemple, et vous avez tout un tas de manières de les appréhender par des biais un peu combinatoires. Combinatoire algébrique aussi un petit peu, mais un tout petit peu moins à ma connaissance. Mais il y a aussi des choses qui se font comme ça. Donc c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est toujours bien de savoir comment on situe les choses à la fois historiquement et géographiquement par rapport aux interdépendances. Et comme toute question, il y a plusieurs réponses possibles suivant comment on pose. Bon, je pense que sur ça, il y a des questions. L'applaudissement à professeur. C'est bon.